L'ordre du jour appelle l'examen de la proposition de résolution portant sur la lutte contre toutes les formes d'antisémitisme présentée en application de l'article 34-1 de la Constitution par messieurs Bruno Retailleau et Hervé Marseille. Demande du groupe Les Républicains. Dans la discussion générale, la parole est à Bruno Retailleau, auteur de la proposition de résolution. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, il y a presque jour pour jour, 41 ans, c'était le 3 octobre 1980, une bombe explosait rue Copernic. Elle avait visé une synagogue et elle fit des dizaines de blessés et bien sûr des morts. C'était une première depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale pour ce type d'attaque antisémite. Mais malheureusement, si pour l'époque c'était une première, depuis, ça n'a pas été une dernière parce que les crimes antisémites se sont multipliés. Je voudrais citer, bien sûr, les crimes abominables de Mohamed Merah. Je veux citer aussi les victimes suppliciées, Yann Halimi, Sarah Halimi, Mireille Knoll. Et pour prendre la mesure du phénomène, il faut avoir en tête ces chiffres d'une étude de l'IFOP qui révélait il y a peu que 7 Français sur 10 de confession juive disaient avoir fait l'objet d'un acte antisémite. 7 sur 10, mes chers collègues. Alors oui, désormais, à nouveau, la question de l'antisémitisme se pose en France, mais elle se pose d'une façon radicalement renouvelée. Hier, cet antisémitisme, ces actes antisémitistes, étaient principalement le fait d'une idéologie de l'extrême droite. Aujourd'hui, un autre écosystème s'est mis en place dans des territoires perdus de la République, gagnés par l'islamisme, des territoires où on ne peut plus enseigner à l'école la Shoah, des territoires où trop souvent nos compatriotes de cette confession se voient cracher au visage les mots de sale juif. Aujourd'hui, au XXIe siècle, dans ces territoires, dans nos écoles publiques, dans nos écoles de la République, combien reste-t-il encore d'élèves de confession juive? Combien de familles ont dû s'exiler, la peur au ventre? Radicalement aussi nouveau cet antisémitisme parce que hier il faisait la une d'un certain nombre de journaux. C'était avant la guerre. Des journaux qui affichaient leur anti-parlementarisme, des journaux antidémocratiques. Aujourd'hui, malheureusement, cette idéologie se déploie, se cache à l'ombre de discours prétendument antiracistes. Et nous assistons parfois à ces interventions qui renversent de façon stupéfiante les valeurs, puisque désormais les coupables s'affichent comme des victimes au motif qu'ils appartiendraient à des groupes de dominés, des groupes de déshérités. Mes chers collègues, hier comme aujourd'hui, un antisémite est un antisémite. Et face à l'antisémitisme, nous ne devons rien céder. Ne rien céder, c'est aussi, et c'est l'objet de la résolution que j'ai co-signée avec mon collègue Hervé Marseille, c'est de fait d'adopter une définition nouvelle à la hauteur de cette exigence. Parce qu'on ne combat bien que ce que l'on nomme bien. C'est l'objet, encore une fois, de cette résolution qui souhaite proposer cette définition qui a été adoptée par la France, mais aussi par d'autres pays, de nombreux pays, qui ont part à l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. Cette définition, vous aurez pu le constater, elle est suffisamment large pour prendre en compte l'ensemble des manifestations, l'ensemble de ces nouvelles expressions. Parfois, la frontière, mes chers collègues, est ténue entre, d'un côté, l'antisémitisme et de l'autre, l'antisionisme. En tout cas, elle est beaucoup moins nette
que certains voudraient le faire savoir. Et puis, si cette définition est assez large, elle doit être aussi suffisamment stricte pour ne pas blesser la liberté d'opinion. On a le droit, dans notre pays, dans toutes les démocraties, de critiquer la politique d'Israël. Comme on a le droit de critiquer la politique de n'importe quel État sur la planète. Voilà, en conclusion, ce que je veux redire, c'est que cette résolution, ça n'est pas une résolution pour nos compatriotes de confession juive. C'est une résolution pour la France, parce que les actes antisémites sont bien sûr des actes dirigés contre des Français en particulier, mais ils sont d'abord et avant tout dirigés contre la République, contre la France, contre ce que nous sommes, contre notre histoire, contre notre projet civique, contre l'essence même de notre beau pays, la France, la République française. Merci. La parole est maintenant au président Hervé Marseille, co-auteur de la proposition de résolution. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le président Retailleau a commencé son propos en rappelant les événements de Copernic. Plus près de nous, le 11 août dernier, les habitants de Perros-Guirec ont découvert la stèle ornant le parvis Simone Veil, recouverte de tags représentant des croix gammées. Après un nettoyage, cette même stèle sera à nouveau souillée 3 jours plus tard. Durant le mois d'août, elle sera abîmée à 4 reprises. Ces actes inacceptables ne sont pas isolés et j'aurais pu, comme vient de le faire mon ami Bruno Retailleau, multiplier les exemples dans tous nos départements, dans tous vos départements. Si ces actes se font sous couvert d'anonymat, nous assistons également à la résurgence d'un antisémitisme de plus en plus décomplexé, parfois même à visage découvert. En témoignent certaines pancartes aperçues récemment dans des manifestations anti-pass sanitaire cet été. L'antisémitisme s'exprime dans la rue, sur les murs des lieux de culte et dans nos cimetières, sur les réseaux sociaux, beaucoup sur les réseaux sociaux. Pour des milliers de Français, il se traduit par des injures, des intimidations, des discriminations. Comment accepter qu'en France, en 2021, des élèves soient contraints de quitter leur école en raison de leur religion ? Depuis les années 70, l'opinion publique paraissait pourtant globalement vaccinée contre l'antisémitisme en France et dans le monde. Mais peu à peu a émergé un nouvel antisémitisme protéiforme qui prend souvent pour prétexte la situation au Moyen-Orient pour condamner non seulement les Israéliens et à partir de là un lobby juif auquel sont assimilés les Juifs de France. Les chiffres du ministère de l'Intérieur l'attestent. En 2019, pas moins de 687 faits antisémites ont été comptabilisés par les services de police. Cela représente une hausse de 27% par rapport à l'année 2018, après que ces actes aient déjà été augmentés de 74% au cours de l'année précédente. Derrière ces chiffres, il y a aussi l'horreur, car l'antisémitisme tue. Ce sont Mireille Knoll, Sarah Halimi, les victimes de l'hypercacher, les enfants de l'école aux Arts à Torah de Toulouse, Ilan Halimi, autant de noms et de visages dans nos consciences, des femmes et des hommes et des enfants sauvagement arrachés à l'affection des leurs par une violence, une haine barbare. Une haine qu'on pensait d'un autre temps, la haine des Juifs. Par son caractère violent et meurtrier, cette nouvelle haine antisémite, apparue dans les années 2000, est sans précédent. Depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais on n'avait assassiné en France des Juifs, encore moins des enfants, du seul fait de leur religion. En 1990, la loi tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, dite loi Guesso, a condamné la négation des crimes contre l'humanité, preuve de l'engagement de la France dans ce combat qui l'honore. Depuis, de nombreux plans interministériels ou nationaux sont venus compléter cette loi. Le dernier en date couvrait la période 2018 à 2020. Cet antisémitisme né au XXe siècle et avançant la plupart du temps sous le masque de l'antisionisme ne saurait nous laisser indifférents ou démunis. Nous devons le décrire, le définir, le caractériser pour mieux le dénoncer. C'est tout le but de la définition proposée par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, une organisation intergouvernementale à laquelle appartient la France comme la quasi-totalité des pays de l'Union européenne. La résolution que nous vous soumettons aujourd'hui n'est pas contraignante juridiquement et n'a pas vocation à l'être. Il n'est pas question de modifier le code pénal ni la loi de 1881 sur la liberté de la presse.
Il s'agit ici d'apporter une définition plus précise caractérisant l'antisémitisme, permettant ainsi aux forces de l'ordre, aux magistrats, aux enseignants de mieux appréhender un antisémitisme qui prend parfois aussi les traits de l'antisionisme. Je remercie tous mes collègues signataires de cette proposition de résolution pour leur engagement. Il ne s'agit pas non plus d'empêcher toute critique de l'État d'Israël. L'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste le précise d'ailleurs dans ses travaux, puisqu'elle indique, je cite, que critiquer Israël comme on critiquerait tout autre État ne peut pas être considéré comme de l'antisémitisme. La définition que nous vous soumettons a par ailleurs été adoptée par de nombreux pays, dont la France, et par plusieurs villes importantes comme Paris ou Nice. Elle le fut également par le Parlement européen au printemps 2017. Réaffirmer dans cet hémicycle notre attachement à cette lutte essentielle pour le bien vivre ensemble était impérieux au moment où certains cherchent à réhabiliter le pétainisme et dénient le droit aux enfants tués à Toulouse d'être enterrés en Israël. Parce qu'on ne construit pas une société sûre, pacifique et solidaire sur la haine de l'autre, c'est l'honneur du Sénat que d'adopter cette résolution. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Dans la suite de la discussion générale, la parole est maintenant à Madame Nathalie Goulet pour l'Union centriste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la période que nous vivons est particulièrement violente et anxiogène pour tous les citoyens. Les actes racistes, les actes contre la communauté musulmane se sont multipliés d'une façon alarmante et deviennent des faits divers qui nous révoltent plus ou presque plus. Mais les actes antisémites, la forme la plus ignoble du racisme, se multiplient et nous inquiètent. Ils inquiètent la communauté nationale comme une atteinte aux valeurs de la République. Fille de déportés, petite fille de déportés, mon père s'est échappé du Veldiv grâce à un gendarme français qui a eu pitié de ma grand-mère et a ainsi épargné son fils, mon père. Penser qu'en France, en 2021, on peut attaquer des personnes au seul motif qu'ils sont juifs, tuer des enfants pour la même raison, me glace le sang. Penser que certains abrutis utilisent les symboles de la Shoah pour manifester contre le pass sanitaire me donne la nausée. Comment expliquer à certains qui osent utiliser l'étoile jaune porte-malheur? Comment expliquer à nos parents qui l'ont porté ces dérapages insupportables? Vous voyez, elle ne me quitte pas. Mais vous voyez, penser que certains sont en train de développer une théorie qui laisserait penser qu'il y a de bons et de mauvais antisémites, comme le bon et le mauvais cholestérol, me consterne car ce discours est insidieux et pervers. Devenir faussaire de l'histoire en affirmant dans un même élan que Vichy aurait protégé les Juifs, justifiant pour des raisons politiques l'injustifiable, m'horrifie. Penser qu'en 2021, la France, terre de lumière, de l'émancipation des Juifs, penser qu'en 2021, il faut que nos synagogues soient gardées jour et nuit et que les gardes soient doublées les jours de fête, au point que ma fille a peur d'y emmener ses enfants, me désespère et je ne vois pas comment on va inverser la tendance, Madame le Ministre. C'est pourquoi je remercie le gouvernement et le ministère de l'Intérieur pour les mesures de sécurité qu'ils consacrent à la protection des lieux de culte, de tous les lieux de culte. Je remercie Hervé Marseille et je remercie le président Retailleau d'avoir mis cette proposition à l'ordre du jour. Comme nous le disons, nous vivons avec nos morts et notre histoire tragique. C'est pour éviter qu'elle ne se reproduise que je voterai avec le groupe centriste cette résolution. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Jean-Pierre Corbisez pour le groupe RDSE. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les auteurs de la proposition de résolution, mes chers collègues, quand vous entendez dire du mal des Juifs, dressez l'oreille, on parle de vous. Cette citation de Frantz Fanon sonne comme un rappel, celui que le combat contre l'antisémitisme est un combat permanent. Un combat pour nous, nos enfants, et pour nos compatriotes de confession juive, qui font évidemment partie intégrante de la communauté nationale et qui méritent le même respect que les autres. Hélas, Mireille Knoll, Sarah Halimi, les victimes de l'hypercacher et bien d'autres nous rappellent qu'aujourd'hui en France, l'antisémitisme est un fléau tenace. La population juive
suscite encore des fantasmes, des préjugés qui conduisent certains à commettre l'irréparable par haine ou simplement par bêtise. Si au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on pouvait légitimement penser que le pire était derrière nous, l'antisémitisme est encore bien prégnant. L'augmentation de 27% des actes de ce type en 2019 en témoigne. Ce chiffre doit être cité pour objectiver la haine visible et comptable. Mais il y a aussi ce que l'on ne voit pas, parce que certains ne portent pas plainte, ou simplement parce qu'on s'y est tout simplement habitué par mithridatisation des esprits. Cela peut être une phrase, une remarque ou un sous-entendu stigmatisant, tant d'éléments qui nous montrent tous les jours que l'antisémitisme est une réalité à combattre, car il est aussi en mutation. Cette proposition de résolution retient la définition selon laquelle, et je cite, « L'antisémitisme est une certaine perception des Juifs qui peut se manifester par une haine à leur égard. Les manifestations rhétoriques et physiques de l'antisémitisme visent des individus juifs ou non, et ou leurs biens, des institutions communautaires et des lieux de culte. » Cette définition, promue par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, approuvée par le président de la République et l'Assemblée nationale en 2019, fait débat. Si nous sommes tous d'accord sur le regain d'antisémitisme en France, sur le fait que nombreux sont les antisémites qui se drapent derrière les drapeaux de l'antisionisme, nous ne devons pas occulter que la définition qui nous est proposée ne fait pas consensus, que ce soit à l'Assemblée nationale, mais y compris chez des intellectuels juifs. Au RDSE, nous n'avons pas de position de principe a priori sur ce sujet. Si ce n'est celle d'observer l'étendue du droit existant et les effets qu'engendrerait l'adoption de cette proposition de résolution. Force est de constater qu'entre la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, la loi Guessot, mais surtout la réforme du Code pénal de 1992, qui est venue aggraver les sanctions en la matière, elle offre une réponse pénale suffisante et complète face aux actes racistes, xénophobes et qui plus est antisémites. Comme nous avions pu l'entendre lors des débats à l'Assemblée nationale, on peut difficilement affirmer que ce texte viendra mieux qualifier les actes antisémites pour la simple et bonne raison que cette définition ne sera pas transposée pénalement parlant. Je ne vais pas vous rappeler la force juridique des résolutions, mais j'entends la portée hautement symbolique du texte que nous soumettent les présidents Retailleau et Marseille. Cette définition doit être davantage perçue comme un outil éducatif, notamment à destination des plus jeunes, pour leur faire comprendre que le désaccord et la critique de la politique de l'État israélien est légitime et légale, mais que l'amalgame avec l'ensemble d'une population d'un pays, qui d'ailleurs n'est pas que juive, est-elle illégale, condamnable et inacceptable. Conscient que cette proposition de résolution est avant tout symbolique et souhaitant réaffirmer leur attachement à la lutte contre toute forme de discrimination, les membres du RDSE voteront cette proposition de résolution. Je vous remercie. La parole est désormais à Esther Benbassa, comme sénatrice non inscrite. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, l'exposé des motifs de cette PPR précise son but, caractériser l'antisémitisme contemporain. De fait, les préjugés anti-juifs perdurent en se renouvelant. Juifs riches et assoiffés de pouvoir, juifs responsables de tous les maux, Covid compris, les pancartes brandies par certains anti-vax et anti-pass rappellent les accusations médiévales contre les juifs, propagateurs de la peste et empoisonneurs de puits. Notre lutte contre l'antisémitisme ne doit laisser place à aucune ambiguïté. Pourquoi dès lors isoler le phénomène en focalisant l'attention sur la critique d'Israël ? En 2015, au lendemain de l'offensive meurtrière contre Gaza, M. Netanyahou se lance dans la promotion d'une idée simple : antisionisme égale antisémitisme. Son principal interlocuteur est l'IRA, organisme intergouvernemental regroupant 31 États. En mai 2016, l'IRA adopte la définition de l'antisémitisme dont nous débattons. Non contraignante sur le plan juridique, elle demeure un outil de propagande et d'intimidation. En témoignent les pressions exercées par les lobbies pro-israéliens pour la faire adopter par le plus grand nombre possible de municipalités, de partis, d'États.
Le 6 juillet 2017, à la fin de son discours lors de la cérémonie en mémoire de la rafle du Veldiv, Emmanuel Macron déclarait, je cite, « Nous ne cédons rien à l'antisionisme car c'est la forme réinventée de l'antisémitisme ». Voilà le type de confusion qu'entretiennent les exemples accompagnant la définition de l'IRA. Notre PPR, celle du Sénat, est plus claire que celle présentée à l'Assemblée par Sylvain Maillard et plus raisonnable. Le mot antisionisme n'apparaît heureusement pas dans l'exposé des motifs. La définition de l'IRA me semble pourtant insuffisante et peu éclairante pour qui veut en faire usage. Je la voterai tout de même positivement, même si j'aurais préféré que soit retenue la déclaration de Jérusalem, élaborée par des universitaires et approuvée par des centaines de spécialistes de l'histoire des Juifs et de l'antisémitisme dans le monde. Elle a été ébauchée à Jérusalem à l'Institut Van Leer. Elle établit des critères non ambigus pour identifier les situations où la critique, l'hostilité à Israël ou au sionisme verse dans l'antisémitisme. Elle offre de fait les clés pour interpréter la définition de l'IRA. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Rachid Temal pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, à travers cette proposition de résolution, le Sénat est appelé à réaffirmer solennellement notre attachement aux principes qui fondent notre République et à rappeler nos valeurs humanistes. Il y a des combats qui doivent rassembler, même transcender, les élus et ses représentants. La lutte contre l'antisémitisme est de cela. Il est malheureusement toujours d'actualité. Nos sociétés occidentales connaissent le poison d'un antisémitisme qui s'est enraciné durant des siècles, jusqu'à devenir un préjugé ancré. Cet antisémitisme pluriséculaire, nos sociétés ont choisi de le combattre sans relâche depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, au lendemain de la Shoah. Notre combat, c'est la condamnation de tous les appels à la haine et à l'oubli de la souffrance endurée par les Juifs parce que Juifs. Je veux ici saluer les paroles du président Jacques Chirac lors de son discours historique du 16 juillet 1995, à l'occasion des cérémonies commémorant la rafle des 16 et 17 juillet 1942. Il reconnaissait ce jour-là la responsabilité du régime de Vichy et l'acte irréparable, ce sont ces mots, accompli par la France avec la rafle du Veldiv. À travers ce discours, Jacques Chirac a grandi la France. Nous ne pouvons que l'en remercier. Aussi, quand j'entends parfois certains élus, notamment de la République, courir après un polémiste, révisionniste, ou refuser de le condamner, j'ai mal à ma France. Je veux aussi rappeler l'existence de la loi dite Guessot, adoptée en 1990, réprimant tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, et ceux qui nient les crimes contre l'humanité. Qu'ils viennent de l'extrême droite, de la sphère complotiste ou du totalitarisme islamiste, toute parole ou tout acte antisémite est à condamner et à combattre. Nous devons accepter aucun accommodement. Nous devons tolérer aucune complaisance. Nous devons autoriser aucune lâcheté. Je salue l'action de nos collègues porteurs de cette résolution visant à la lutte contre toutes les formes d'antisémitisme. Les trois termes, la lutte, toutes les formes et antisémitisme, sont pris individuellement ou globalement, ont leur importance. Ma famille politique a dans son ADN la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et donc elle votera bien évidemment cette résolution. Je la voterai aussi, d'autant plus que je suis sénateur du Val d'Oise, un département touché dans sa chair par l'antisémitisme, par les ravages d'antisémitisme d'ailleurs. J'étais cette année, samedi dernier, comme chaque année, à un cours, là où le 5 octobre 1940, le régime collaborationniste de Pétain transformait le sanitarium d'un cours en camp d'internement. C'est près de 1500 enfants, femmes et hommes qui furent internés jusqu'à sa fermeture le 15 septembre 1942. Ils furent internés avant de déporter dans les camps d'extermination de Ravensbrück, d'Auschwitz. Peu d'entre eux survécurent à la barbarie nazie. J'étais également le 30 novembre 2015 à Sarcelles, où nous avons inauguré, en présence de Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur de l'époque, une place et une stèle en hommage à Yohan Cohen, assassiné à 20 ans, assassiné parce que juif, par des terroristes dans l'attentat de l'Hypercacher.
Je me souviendrai toute ma vie de la douleur, des visages et des mots de la famille et des amis de Yohan Cohen. Je ne ferai pas ici la longue liste des crimes antisémites que connaît notre pays depuis ces dernières années. D'autres l'ont fait avant moi. Mais il faut rappeler effectivement la progression sensible, notable, avec 687 faits antisémites constatés dans notre pays en 2019. Voilà pourquoi nous devons mener ce combat contre l'antisémitisme en ayant une double démarche. D'abord, une démarche de pédagogie. Et je tiens, pour faire tomber les préjugés et même les combattre, je tiens à saluer l'action des différents gouvernements, à la fois de ceux de François Hollande et ceux d'Emmanuel Macron, avec le plan national de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, trop peu connu, et je crois qu'il faudra le redévelopper à nouveau. Mais aussi avoir une démarche de répression totale. Il ne faut rien laisser passer. L'antisémitisme n'est pas une opinion, mais bien un délit, et il faut une justice implacable. C'est pour cela que les sénateurs et les sénatrices du groupe socialiste, écologiste et républicain voteront unanimement, la résolution portant sur la lutte contre toutes les formes d'antisémitisme. Je vous remercie. Bien, merci, chers collègues. La parole est maintenant à Patricia Schillinger pour le Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je salue à mon tour la tenue de ce débat au sein de notre Haute Assemblée sur la lutte contre toutes les formes d'antisémitisme. L'antisémitisme est un poison, une attaque intolérable contre notre société dans sa globalité, contre le vivre ensemble et le faire société. Chaque fois que l'antisémitisme frappe, c'est l'égalité entre les citoyens qui affaiblit. Je ne vais pas rappeler l'ensemble des chiffres témoignant de la recrudescence des actes antisémites du quotidien en France, parce que plusieurs d'entre vous, avant moi, les avaient déjà présentés. Mais 2 chiffres me heurtent tout particulièrement et je tiens à les rappeler. Chez les 18-24 ans, 84% des jeunes Français de confession juive ont été victimes d'un acte antisémite, selon un sondage IFOP, conduit en janvier 2020. Et selon cette même étude, 54% des agressions verbales se déroulent en milieu scolaire. Ces chiffres inacceptables, mes chers collègues, me donnent le vertige. Nous attendons de l'école, des universités, qu'ils soient des lieux d'apprentissage de la vie, de découverte des valeurs humanistes, de tolérance et d'ouverture sur le monde, pas que nos enfants vivent ou soient témoins de telles démonstrations de haine. Ces chiffres en disent long sur ce poison qui touche notre jeunesse en France. Elle n'est pas la seule à être victime. Ces actes imposent non seulement une condamnation ferme et claire des responsables politiques, mais surtout une action rapide et déterminée pour que cela cesse. À chaque profanation de tombe, l'émotion est vive. Et si ces inscriptions s'effacent, la douleur demeure. Les réseaux sociaux et les forums de discussion de jeux vidéo sont aussi des lieux propices à la propagation de discours antisémites. Mais cet été, sous prétexte d'une opposition à des mesures sanitaires, nous avons vécu un regain de haine inédite en France. Comme vous tous, mes chers collègues, j'ai été profondément choquée de voir défiler un tel antisémitisme décomplexé, assumé à visage découvert lors de manifestations où des comparaisons abjectes entre le pass sanitaire et l'étoile jaune ont été faites. L'indifférence des personnes qui ont défilé aux côtés de telles pancartes haineuses est inacceptable. Cette indifférence nous ramène au discours prononcé par le prix Nobel de la paix Elie Wiesel sur les périls de l'indifférence. Il disait « Être indifférent à la souffrance, c'est ce qui rend l'humain inhumain. L'indifférence n'est pas un début, c'est une fin. Et par conséquent, l'indifférence est toujours l'ami de l'ennemi, car elle profite à l'agresseur, jamais à sa victime dont la douleur est amplifiée quand il ou elle se sent oublié. J'ai espoir qu'un sursaut de conscience de notre société puisse avoir lieu, car l'antisémitisme n'est pas le problème de nos concitoyens de confession juive, c'est le problème
problème de notre société tout entière. Nous ne devons jamais cesser de combattre l'antisémitisme comme l'indifférence face à lui. Ce combat de tous les instants passe par la répression, l'interdiction, le rappel de la loi, par la puissance publique contre ce délit pénal. Mais il passe aussi par une responsabilité collective de chacun des citoyens de fermement condamner et réagir immédiatement lorsqu'on est témoin de tel acte. Enfin, ce combat passe par la promotion de l'enseignement de la Shoah, de la mémoire et par meilleure identification des actes antisémites. À cet effet, notre groupe tient à saluer le travail mené par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, dont la France en est membre. Le 26 mai 2016, cette organisation intergouvernementale a adopté par consensus une définition dite de travail de l'antisémitisme. Cette définition, qui n'est pas juridiquement contraignante et n'a pas vocation à l'être, a le mérite de faire connaître et comprendre ce qu'est l'antisémitisme, ainsi qu'à mieux identifier des actes antisémites. Les exemples concrets cités dans ce document de travail de l'Alliance contribuent à ce travail de pédagogie et d'identification. Que ces actes passent par des discours de forme visuelle, de stéréotypes ou encore de théories conspiratoires. D'ailleurs, cette définition entend garantir la liberté d'expression. Elle n'entend pas empêcher les critiques à l'égard d'Israël qui sont comparables à celles exprimées à l'encontre d'autres pays. Le groupe RDPI se félicite que le président de la République ait fait le choix d'endosser la définition de travail de l'antisémitisme de l'Alliance à l'occasion du dîner du CRIF le 20 février 2019, dans la continuité du discours prononcé le 16 juillet 2017. Cette proposition de résolution que nous examinons aujourd'hui invite le gouvernement, dans un travail de pédagogie, à diffuser cette définition auprès des services éducatifs, répressifs et judiciaires. Notre groupe soutient une telle perspective car nous sommes, nous aussi, convaincus qu'en matière de prévention, d'éducation, de formation ou de répression, cette définition constituera un instrument utile pour mieux lutter contre l'antisémitisme. Comme l'a dit le président de la République, il ne s'agit pas de modifier le code pénal, encore moins d'empêcher ceux qui veulent critiquer, mais de préciser et raffermir les pratiques de notre force de l'ordre, de nos magistrats, de nos enseignants dans cette lutte. Par conséquent, le groupe RDPI votera en faveur de cette proposition de résolution qui inscrit les jalons posés par le président Macron. Je vous remercie. Bien, merci, chers collègues. La parole est maintenant à Joël Guerriau pour le groupe Les Indépendants. Monsieur le Président, Madame la Ministre, en guise de préambule, je voudrais relever que l'examen de cette résolution pour lutter contre toutes les formes d'antisémitisme coïncide ce jour à une cérémonie internationale officielle commémorative de l'Holocauste de Babi Yar à Kiev, en présence du président allemand Frank-Walter Steinmeier et du président israélien Isaac Herzog. En effet, aujourd'hui même se célèbre le 80e anniversaire qui nous rappelle 2 journées funestes où 33 000 Juifs ont été exécutés par balles les 29 et 30 septembre 1941 à Babi Yar, un ravin aux abords de Kiev creusé par une rivière, lieu d'extermination par les nazis de la population juive de la ville dans sa totalité. Il s'agit, mes chers collègues, du plus grand massacre de la Shoah ukrainienne. Il est important de le rappeler en mémoire de tous ces innocents assassinés au nom d'une idéologie barbare, et nous aurions pu aujourd'hui marquer un moment de silence. Mais il est intolérable de songer qu'en Ukraine, le bataillon néo-nazi Azov parade en toute liberté avec un symbole qui ressemble particulièrement à celui de la 2e division SS Das Reich. La proposition donc de résolution de nos collègues Bruno Retailleau et Hervé Marseille
est particulièrement d'à propos. Elle est pertinente et elle est bienvenue. Depuis de nombreuses années déjà, notre pays doit malheureusement affronter une résurgence de l'antisémitisme, et nous l'avions dit, vous l'avez dit, et nous déplorons la spirale insupportable d'actes antisémites de plus en plus violents. C'est inédit depuis la Seconde Guerre mondiale. Mireille Knoll, Sarah Halimi, Yann Halimi, les victimes de l'école aux arts à Torah de Toulouse ou encore celles de l'Hypercarcher de Vincennes, la liste ne cesse de s'allonger. Ces hommes, ces femmes et ces enfants sont morts parce qu'ils étaient juifs. À ces crimes, il faut ajouter les profanations et dégradations de sépultures et de lieux de culte, les insultes et les agressions physiques. L'antisémitisme, c'est l'intolérance, la haine et la violence. L'antisémitisme, c'est le refus de nos lois, c'est un poison portant atteinte à la France et à nos valeurs républicaines. Il faut le réaffirmer autant que nécessaire, car il y a quelque chose de pire que d'avoir une âme même perverse, c'est d'avoir une âme habituée. Ce sont là les mots de Charles Péguy, qui devrait nous inviter et inviter certains candidats à la présidentielle à davantage de modération. Oui, nous avons le devoir d'empêcher que l'inacceptable ne devienne ordinaire, que l'insupportable ne se banalise. À cet égard, la proposition de résolution vise à faire approuver la définition de l'antisémitisme fixée par l'Alliance internationale par la mémoire de l'Holocauste. Cette organisation internationale fondée en 1998 qui regroupe 31 pays et à laquelle nous appartenons, renforce et promeut l'enseignement de la Shoah, la recherche de la mémoire. La courte définition par l'IHRA est complétée par une série d'exemples afin de permettre de mieux identifier les actes antisémites. La formulation de ces exemples permet de ne pas se heurter à la liberté d'expression. Je voudrais féliciter ici les rédacteurs qui précisent que les critiques à l'égard d'Israël, comparables à celles exprimées à l'encontre d'autres pays, ne peuvent être qualifiées d'antisémites. En effet, la France a toujours considéré les libertés d'expression et d'opinion comme des valeurs fondamentales de notre République. Monsieur, Madame le ministre, les chers collègues, cette définition qui n'est juridiquement pas contraignante et n'est pas destinée à le devenir, tend à faire connaître et comprendre ce qu'est l'antisémitisme et à apporter un éclairage opportun sur le fait antisémite. Elle vise donc notamment les lieux scolaires et universitaires. Elle sera également utile pour les forces de l'ordre et les magistrats. Adopter cette proposition de résolution constitue donc un geste symbolique fort au sein de notre communauté. C'est montrer notre détermination collective à combattre l'antisémitisme et par là même tous ceux qui, par leurs propos ou par leurs actes, sèment la haine et l'intolérance. Merci. Bien, merci, chers collègues. La parole est au président Roger Carucci pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Madame la Ministre, je vais naturellement voter cette résolution, comme beaucoup ici. Mais je veux dire que, en arriver à cette résolution, c'est surtout la marque d'un échec de toutes nos politiques publiques depuis 20 ans. Parce que si nous n'avions pas à faire adopter cette résolution, ça voudrait simplement dire qu'il n'y a pas spécialement d'attentats, de crimes, de délits antisémites dans ce pays. Et il y en a. Après la guerre, tout le monde s'est dit, après la Shoah, l'abomination, forcément, les esprits ne pourront même plus imaginer pratiquer un antisémitisme, qu'il soit de parole, d'opinion ou d'acte. Et on a cru pendant, 30-40 ans, que c'était devenu une donnée permanente. Et puis, malheureusement, depuis maintenant 20 ans, 30 ans, les choses ont dérapé. Ont dérapé d'abord dans les mots, ont dérapé ensuite dans les actes. D'année en année, on a commencé à dire les actes antisémites explosent, augmentation de 10%, de 15%, on s'est presque habitué. On s'est presque habitué de dire l'année dernière, on a fait plus 17 au lieu de plus 23. C'est tout juste si on n'était pas satisfait de se dire il y en a un peu moins ou il y en a un peu plus. Est-ce acceptable?
Bien sûr que non. Alors on l'a dit, et je le dis au groupe CRCE, le premier texte lourd, fort, a été la loi Guessot. Et puis il y a eu toute une série de textes, toute une série d'appels, toute une série d'instructions, de circulaires, de décrets. Et ça n'a rien changé. Et on se dit qu'aujourd'hui, en réalité, nous sommes en face d'un antisémitisme protéiforme, traditionnel pour soit les séides d'une extrême droite néo-nazie, protéiforme pour les négationnistes classiques qui font de Pétain le protecteur des Juifs français, et en disant d'ailleurs qu'il protégeait les Juifs français, c'est pour ça qu'il livrait les Juifs étrangers, comme si livrer des gens à la déportation avait une gradation, ce qui est absolument insupportable. En réalité, nous ne savons pas bien comment lutter. La vérité, c'est que c'est l'éducation, c'est la formation des jeunes, c'est la pédagogie, ce sont les médias qui doivent être en première ligne, plus que les législateurs. Il y a déjà beaucoup de textes et pourtant pas beaucoup de réussite. Alors on l'a dit, je ne vais pas reprendre tous les actes antisémites récents, les avoués, les inavoués, les revendiqués, les anonymes, les réseaux sociaux, les insultes. Jusqu'où? Alors cette résolution, elle a au moins l'avantage de dire que le Parlement est sensible à cette affaire. Et c'est en fait un appel au gouvernement. Parce que nous la votions entre nous, c'est une bonne chose, mais c'est au gouvernement de se dire inlassablement, ça ne suffit pas des textes de loi, il faut une application, il faut que les réseaux sociaux soient sévèrement punis lorsqu'ils laissent déborder la haine antisémite, lorsque les gens sont insultés, lorsque les gens sont menacés, lorsque les lieux de culte sont menacés. Et ça vaut pour moi, pour les lieux de culte de n'importe quelle religion dans ce pays. Personne ne doit être menacé pour ses convictions. Personne. Aujourd'hui, nous allons voter cette résolution. Et je le dis à tous, à toutes. C'est quoi le Sénat? 348 sénateurs. Individuellement, chacun a ses convictions, de gauche, de droite, du centre. Chacun a son approche des choses. Mais le Sénat, comme l'Assemblée nationale, mais le Sénat est aussi, comme le gouvernement, le garant de l'unité de la nation, de la démocratie et de la République. Et si nous laissons passer, si nous laissons continuer cette progression des actes antisémites, nous remettons en cause la République, la démocratie et la nation. Il n'y a pas de nation sans unité, il n'y a pas de nation sans autorité de l'État, il n'y a pas de nation sans qu'un schéma commun, une volonté commune, un destin commun soit apprécié par tous. Voter cette résolution, c'est dire oui à la nation. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Guy Benaroche pour le groupe écologiste Solidarité et Territoires. Merci. Madame la ministre, chers collègues, Monsieur le Président, celui qui ne connaît pas son passé est condamné à le revivre. À une époque comme la nôtre, où certains révisent de manière répétée et nauséabonde l'histoire de notre pays et le rôle de Vichy dans les déportations des Juifs français, nous devrions discuter d'une résolution sur la définition de l'antisémitisme. Bien sûr, c'est notre rôle de légiférer de manière ferme sur ces incriminations pénales. Mais ce n'est pas au Parlement de définir les notions qui font l'objet d'un débat historiographique et de centaines de travaux critiques. La définition choisie de l'IRA, rejetée par la LDH, la CNDH et tant d'autres dans le monde, qui parle d'une certaine perception des Juifs, est loin d'être une référence indiscutable. D'un point de vue très factuel, la résolution présentée exprime le vœu de s'appuyer sur la définition non contraignante de l'antisémitisme fixée par l'IRA. Bien sûr, cela va de soi. Tous ici, nous condamnons toutes les formes d'antisémitisme.
L'antisémitisme, c'est avant tout ramener quelqu'un à son identité juive, réelle ou supposée, le caractériser par cette appartenance. C'est une discrimination, un préjugé, une hostilité, une violence à l'encontre des Juifs en tant que Juifs. Tout cela est bien antécédent à l'existence même de l'État d'Israël et même avant au développement du sionisme. Le sujet est grave, dramatique. Il appelle d'autant plus à la nuance. Personne sur nos bancs ne condamne pas de manière forte et sans réserve la montée des actes de violence envers les Juifs. La haine exprimée et montrée par certains envers ceux qu'ils estiment responsables de leur malheur ou qu'ils imaginent contrôler des zones entières de notre société. L'antisémitisme évolue, sur toutes ses formes, ses raisons supposées, ses justifications inacceptables, toujours empreintes de mauvaise foi. Le révisionnisme, qui vient parfois de droite et d'extrême droite, est un antisémitisme qui s'exprime sous la forme de profanation de cimetières, de synagogues, qu'il faut combattre. L'écho que certains donnent à de trop nombreuses théories complotistes sur la pandémie, le développement abject des pancartes qui n'arrange rien et doit aussi être combattu. Quels que soient les chiffres, non, pas de nuance sur cela. Cette haine aveugle, cette révision de l'histoire à des fins démagogiques n'ont pas de place dans notre République. Les défenseurs de cette résolution, de cette définition de l'antisémitisme, y voient la possibilité de qualifier d'antisémites les attaques antisionistes motivées par une haine des Juifs. Pourtant, rien dans la définition même proposée par l'IRA ne parle de sionisme ou d'antisionisme. Mais ce sont les exemples publiés dans la déclaration de 2016 qui évoquent les conditions dans lesquelles la critique d'Israël pourrait être antisémite. Et c'est bien là où nous nous devons d'être vigilants, nuancés, sans que cela ne puisse remettre en cause notre volonté de combattre de manière pleine et entière toutes les formes d'antisémitisme. Vous vous rappelez que le président a déclaré vouloir élargir la définition de l'antisémitisme à l'antisionisme. Je sais que les auteurs de la résolution aident à rappeler que l'IRA a affirmé qu'une critique d'Israël similaire à celle portée contre n'importe quel autre pays ne peut être vue comme antisémite. Mais c'est bien parce que cela n'est pas si clair dans les définitions et les exemples qui ont été retenus que l'IRA, puis nous-mêmes dans l'alinéa 7, vous-même estimez nécessaire de vous dédouaner de cette interprétation. J'ai lu le communiqué qui a porté cette définition, où on voit les exemples présentés d'antisémitisme. J'en citerai un. Entre guillemets, nier au peuple juif leur droit à l'autodétermination, par exemple, en affirmant que l'existence de l'État d'Israël est une entreprise raciste. Si l'on peut considérer qu'il existe dans certaines attaques formulées contre Israël des dérives antisémites, les critiques de la politique des gouvernements israéliens ne peuvent y être assimilées sans nuire au combat contre l'antisémitisme et le racisme. Nous refuserons toujours cette instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme. Une tribune dans Le Monde de personnalités juives concluait « Nos opinions sur le sionisme peuvent être diverses, mais nous pensons tous, y compris ceux qui se considèrent comme sionistes, que cet amalgame est fondamentalement faux. » Mes chers collègues, oui, l'antisionisme est parfois le fondé de l'antisémitisme, mais le simple fait qu'il puisse servir d'alibi à ce nouvel âge de l'antisémitisme ne doit pas justifier que nous cédions en validant ce faux-semblant. Le droit pénal est d'interprétation stricte, mais les juges ne sont pas des robots, et ils sont là pour évaluer la situation. L'arsenal juridique est déjà important pour sanctionner l'antisémitisme. Attaquer une personne du fait de son origine, de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est déjà sanctionné. Ça fait l'honneur de notre République et de notre Constitution. Pour toutes ces raisons, il nous apparaît trop déséquilibré de vouloir voter cette résolution. Nous demanderons donc son retrait. À défaut de son retrait, nous nous abstiendrons. Et je vous annonce dès aujourd'hui que notre groupe déposera un texte très rapidement sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. Merci, chers collègues. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Pierre Ouzoulias pour le groupe communiste, républicain, citoyen, écologiste. Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, la haine du juif en France, c'est l'histoire longue de 2000 ans de mesures d'éloignement, de législation d'exclusion, d'accusations criminelles, de persécutions, de pogroms, de génocide. Dans sa monumentale histoire de l'antisémitisme, Léon Poliakov montre que cette haine du juif trouve son origine dans l'Antiquité puis se renouvelle dans la constitution du corpus théologique et politique du christianisme naissant.
Je le cite. « Pour l'économie du christianisme, il fallait dorénavant que les Juifs fussent un peuple criminellement coupable. Reconnaissons-le, chers collègues, l'antijudaïsme a participé de la formation d'une certaine identité chrétienne de l'Occident. » Ainsi, en 1096, les croisés massacrent les Juifs de Rouen. Lors de la deuxième croisade, en 1146, elle est précédée des mêmes pogroms et l'abbé Pierre de Cluny les justifie ainsi, je le cite, « À quoi bon s'en aller au bout du monde pour combattre les Sarrasins quand nous laissons demeurer parmi nous d'autres infidèles qui sont 1000 fois plus coupables envers le Christ que les Mahométans ?» Il existe un anti-judaïsme d'État aussi ancien dont l'histoire est marquée par les édits d'expulsion des Juifs, de Childebert en 533, d'Agobert en 633, de Philippe Auguste en 1182, de Saint-Louis en 1254, de Philippe le Bel en 1306 et de Charles VI en 1394. Il faut ajouter à cette terrible série les mesures prises par Napoléon Bonaparte au moment du Concordat pour interdire aux Juifs de s'installer en Alsace. Il est justifié par sa volonté, je le cite, d'atténuer, sinon de guérir, la tendance du peuple juif à un si grand nombre de pratiques contraires à la civilisation et au bon ordre de la société. Ce qui est désigné dans ce projet de résolution par l'expression antisémitisme contemporain s'inscrit fondamentalement dans l'histoire trop longue d'un antijudaïsme millénaire dont son exposé des motifs ne nous dit malheureusement rien. Ainsi, sans nier l'existence de formes actuelles d'antisémitisme prônant la destruction de l'État d'Israël, comment ne pas reconnaître dans les théories complotistes qui expliquent la Covid comme le fruit d'une conspiration juive des résurgences des thèses médiévales qui accusaient les Juifs de l'anéantissement de la chrétienté par l'épidémie? C'est notre première réserve sur ce texte. Notre deuxième objection porte sur le choix de la définition de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, qui est imprécise et dont l'utilisation politique très partisane a été justement dénoncée par Kenneth Stern, l'un de ses rédacteurs. Cette définition n'était qu'une définition de travail. Depuis lors, un groupe de plus de 200 spécialistes l'a reprise pour enlever ses ambiguïtés dans un texte publié en 2020 sous le titre de Déclaration de Jérusalem. Elle est plus pertinente parce qu'elle inscrit les antisémitismes d'hier et d'aujourd'hui dans le même processus idéologique d'assimilation des Juifs aux forces du mal. Cette déclaration rappelle avec force que le combat contre l'antisémitisme ne saurait être dissocié de la lutte globale contre toutes les formes de discrimination raciale, ethnique, culturelle, religieuse et sexuelle. Enfin, nous regrettons vivement qu'une résolution citant l'Alliance pour la mémoire de l'Holocauste ne mentionne aucunement la nouvelle irruption dans le débat public de thèses négationnistes et de tentatives de réhabilitation de l'État français du maréchal Pétain. Souvenons-nous de la déclaration au nom de la France du président Jacques Chirac le 16 juillet 1995 lors de la commémoration de la Grande Rafle du juillet 1942, je le cite. La folie criminelle de l'occupant a été secondée par des Français, par l'État français. La France, patrie des Lumières et des droits de l'homme, terre d'accueil et d'asile, la France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leurs bourreaux. Je le cite toujours, transmettre la mémoire du peuple juif, des souffrances et des camps, reconnaître les fautes du passé et les fautes commises par l'État, ne rien occulter des heures sombres de notre histoire, c'est tout simplement défendre une idée de l'homme, de sa liberté et de sa dignité. C'est lutter contre les forces obscures sans cesse à l'œuvre. Fin de citation. Cette déclaration nous honore, nous oblige et nous engage. Elle impose au Sénat d'éclairer davantage nos concitoyens sur les 2000 ans de cet anti-judaïsme qui aboutit à l'inhumanité absolue de la Shoah. Engageons, chers collègues, ensemble, dans l'unité, ce travail de fond à partir de la Déclaration de Jérusalem. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Pierre-Antoine Lévy pour le groupe Union centriste.
Monsieur le Président, Messieurs les Présidents Marseille et Retailleau, Madame la Ministre, mes chers collègues, je vous prie d'excuser cette extinction de voix, mais finalement, avec une résolution aussi importante, il faut bien faire quelques efforts. Qu'est-ce que donc la haine? Aucune définition dans notre dictionnaire, aucun dictionnaire du monde ne satisfera tout à fait notre volonté de comprendre. Et notre besoin de consolation face aux effets désespérants de la haine restera à jamais inassouvi. Mais nous savons qu'elle laisse dans son affreux sillage des images imparables qui marquent au fer rouge nos imaginations et nos consciences meurtries. Ces images de la haine en action habitent nos mémoires au point de nous hanter parfois sans qu'on puisse leur échapper. Vous me permettrez d'évoquer devant vous deux de ces images sorties tout droit de l'album Souvenir de l'horreur antisémite. Voici la première. Toulouse, 19 mars 2012, 8 h du matin, devant l'école Haute-Sahara Torah. Un petit garçon terrifié rentre dans la rue, près du corps de son père et de son frère. Ils viennent d'être abattus par un assassin en scooter équipé d'une caméra. Car il ne suffit pas de tuer, il faut aussi archiver la tuerie. Sans doute pour en jouir davantage. Le petit garçon est achevé à son tour. Puis le tueur s'en prend à une fillette qui poursuit, après l'avoir baissée à l'épaule, la saisit par les cheveux et la tue à bout portant. Le père des garçons avait 30 ans, ses fils 3 et 6 ans, la petite fille avait 8 ans. Jonathan, Gabriel et Arié Sandler, ainsi que Myriam Monsonego, tels étaient leurs noms, tous coupables d'être juifs aux yeux de leurs bourreaux. La seconde image est celle-ci, Geneviève des Bois, dans l'Essonne, 13 février 2006. Un jeune homme est découvert aux abords de la voie ferrée du RERC. Son crâne est tondu, sa bouche bâillonnée, son corps nu est couvert d'ecchymoses et de traces de brûlures. Il a 2 entailles à la gorge, il est à l'agonie, il meurt, il avait 23 ans. Ses bourreaux, au nombre d'une vingtaine, l'ont torturé pendant 3 semaines parce qu'il était juif. Ilan Halimi était son nom. Des journées entières, des mois, des années ne suffiraient pas pour feuilleter, crime après crime, l'interminable album Souvenir de la haine antisémite. Combien de tortures, combien d'actes de barbarie, combien de profanations, d'humiliations, d'exil, combien de morts perpétrées par cette haine au cours des millénaires. Y a-t-il une époque, une nation qui en fut exempte? Je ne saurais le dire. Aujourd'hui, nous voyons renaître dans notre propre pays la bête immonde de l'antisémitisme. Certes, elle ne se manifeste pas toujours sous les aspects atroces que je viens d'évoquer. Il lui arrive même de se camoufler sous des masques qui savent feindre l'innocence. Elle n'en est pas moins redoutable et mortelle. La violence haineuse ne brandit pas toujours des armes létales, mais elle peut aussi tuer par la simple parole. Car la vie et la mort, mes chers collègues, sont au pouvoir des mots. Que dire alors de la peur? Devant la recrudescence des actes antisémites, face à la multiplication des comportements haineux, des propos discriminants et de leur banalisation, le poison de la peur s'instille dans les consciences au point de pousser certaines personnes à quitter la France. Non, mes chers collègues, ce ne sont pas les Juifs inquiets qui doivent fuir la France. C'est la France qui doit tout mettre en œuvre pour bannir la peur et dénoncer avec clarté la haine antisémite afin de la combattre absolument. Je suis faite pour partager l'amour et non pour partager la haine. Cette proclamation d'Antigone, ô combien je voudrais la faire mienne et qu'elle devienne une déclaration de foi en l'humanité. Devrait-on pour cela inscrire l'empathie au programme de l'éducation nationale? J'en doute. L'utopie n'est sans doute pas la meilleure réponse à opposer à la violence d'une société, mais que l'on me permette un instant de rêver à une France où le mot antisémite n'aurait plus aucun sens pour personne. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à notre collègue Hussein Bourgi pour le groupe Socialiste, Écologie et République. Il n'est pas là, oui. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, heureux comme un juif en France. Pendant de très longtemps, c'était par cette locution que les communautés juives d'Europe signifiaient leur admiration pour la France. Le philosophe juif lituanien Emmanuel Levinas citait son grand-père, qui répétait en se référant à l'affaire Dreyfus « Un pays qui se déchire, qui se divise pour sauver l'honneur d'un petit officier juif, c'est un pays où il faut rapidement aller. » L'engagement acharné d'Émile Zola, d'Anatole France, de Georges Clemenceau, de Jean Jaurès et de quelques autres en faveur du capitaine Dreyfus avait fini par traverser les frontières et faire le tour de l'Europe. Ces hommes sauvèrent l'honneur de la France. Ces hommes furent l'honneur de la France.
Hélas, 50 ans après l'affaire Dreyfus, la communauté juive de France allait connaître l'oppression, les persécutions, la déportation, l'extermination. N'en déplaise à celles et ceux qui essayent de relativiser le rôle du régime de Vichy dans la Shoah, n'en déplaise à un candidat putatif à la prochaine élection présidentielle, notre référence en la matière reste et restera à jamais le discours du 16 juillet 1995 du président Jacques Chirac. Et cette référence-là nous habite les uns et les autres. Quelques décennies plus tard, après ce drame absolu que fut la Shoah, la France et la communauté juive de France furent les cibles des attentats terroristes, islamistes, meurtriers de l'école Hazara-Torah à Toulouse et de l'Hyper-Cacher. La France et la communauté juive de France eurent également à déplorer les crimes antisémites d'Ilan Halimi, de Sarah Halimi, de Mireille Knoll. L'antisémitisme, mes collègues, aujourd'hui, ce sont autant des profanations de tombes juives que des souillures de synagogues. Ce sont autant les violences physiques que les injures gratuites. Ce sont aussi bien les messages de haine sur le net que la réécriture révisionniste et négationniste en 2021 de ce drame absolu que fut la Shoah. Mes chers collègues, c'est contre tous ces préjugés, ces stéréotypes, ces amalgames qu'il nous faut nous élever. Toutes les formes d'antisémitisme sont à combattre, d'où qu'elles viennent de l'extrême droite ou des nébuleuses islamistes. Nous ne faisons pas de distinction entre ces idéologies mortifères, car elles se rejoignent dans la haine des Juifs. Mes chers collègues, la lutte contre l'antisémitisme doit mobiliser les forces républicaines au Parlement. Nous le faisons une nouvelle fois aujourd'hui à l'occasion du vote de cette résolution. La lutte contre l'antisémitisme doit aussi mobiliser les pouvoirs publics, tous les pouvoirs publics, qu'il s'agisse de l'éducation nationale, de la police, de la gendarmerie ou de la justice. Cette mobilisation générale, nous la devons à nos compatriotes de confession juive. Fatigués d'être pris pour cible, ils sont de plus en plus nombreux à se demander si leurs enfants ont encore leur place dans l'école de la République. Ils sont également de plus en plus nombreux à se demander s'ils ont encore un avenir sur le sol de France. Alors, depuis cette tribune, je voudrais dire à ces compatriotes de confession et de culture juive qui nous écoutent et qui nous regardent peut-être, vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls car vous ne serez plus jamais seuls depuis que la France a pris conscience de cette dette morale qu'elle vous doit. Face à l'adversité, face au rejet, face à la haine, vous ne serez plus jamais seuls. C'est le serment que nous renouvellerons tout à l'heure lorsque nous aurons à voter cette résolution. Les sénatrices et les sénateurs du groupe socialiste, écologiste et républicain le feront en conscience, en responsabilité, en fidélité à notre engagement ancien et renouvelé contre l'antisémitisme, le racisme, la xénophobie, l'homophobie et toutes les formes de discrimination qui sont autant de menaces pour notre cohésion nationale et notre pacte républicain. Nous voterons cette résolution car nous sommes les héritiers d'une histoire que nous avons eu le courage de regarder en face. Cette histoire faite d'ombre et de lumière, c'est la nôtre. Inspirée par tous ces résistants célèbres et anonymes, par tous les justes parmi les nations dont nous gardons en nous le souvenir ardent. Inspirée par la mémoire de ces héros tombés face au péril islamiste, nous vous disons, chers compatriotes de confession et de culture juive, vous n'êtes pas seuls. Nous vous le disons à vous et à tous les Français et à toutes les Françaises, car nous sommes les héritiers d'une histoire et les passeurs d'une mémoire. Nous vous le disons car nous sommes dépositaires d'une espérance et d'une promesse que la République fait à chacun de ses enfants. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions religieuses. Être conscient de cet héritage moral, être volontaire pour réaliser cette espérance, c'est se hisser à la hauteur de ce que le général de Gaulle appelait une certaine idée de la France. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est désormais à Sabine Drexler pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, dans le plan national de lutte contre le racisme et l'antisémitisme que le gouvernement a lancé en 2018, Édouard Philippe, alors Premier ministre, a écrit « Le racisme et l'antisémitisme ont tué en France ces dernières années ». Il s'exprime dans la rue, sur les murs des lieux de culte, sur les réseaux sociaux, dans les forums de discussion. Pour des millions de Français, ils se traduisent par des injures, des intimidations, des coups, des discriminations. Des élèves doivent quitter leur école en raison de leur religion. Vous me direz que les services de l'État mettent en place des politiques en ce sens, mais quels sont les résultats de ce qui a été entrepris depuis que l'on fait ces constats terribles ?
Qu'avons-nous fait pour ne plus connaître des drames comme ceux terribles qui ont sidéré la France depuis, ou pour juguler l'antisémitisme ordinaire, celui qui se libère dans l'espace public, sur Internet et sur les réseaux sociaux et qui fait tellement de dégâts au quotidien. En Alsace, région où je suis née, où j'ai grandi et dont je suis aujourd'hui élue, nous avons un passé historique unique, dense et riche, un passé commun avec la communauté juive dont la présence est millénaire. Les Juifs d'Alsace ont contribué à forger la culture alsacienne. Nous en retrouvons des traces dans notre dialecte, empreint de yiddish, dans les chants, dans la littérature, dans la cuisine et le patrimoine bâti. Cette histoire commune n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, loin de là. Tour à tour, accueilli à bras ouverts, connaissant de longues périodes de cohabitation paisible, d'autres périodes ont été plus mouvementées. Chassés au XIVe siècle, au moment de la Grande Peste noire, accusés d'empoisonner les puits, spoliés et humiliés en 1848 chez moi, dans mon village, dans le Sundgau, et éradiqués d'Alsace pendant la Deuxième Guerre mondiale. De tout temps, et particulièrement en période de crise, nous avons connu des flambées anti-juives comme partout en France. Mais nous avons toujours eu à cœur de maintenir le savoir-vivre ensemble spécifique à notre territoire de Concordat. Car oui, en Alsace-Moselle, les relations avec les cultes ne sont pas régies par la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État, mais par le Concordat de 1801. Notre Concordat a permis de développer une culture du dialogue, un savoir-vivre ensemble fondé sur la compréhension, le respect et l'amitié entre les différentes religions et les autorités civiles. C'est ainsi que nous luttons contre les malentendus et les hostilités séculaires. À la région Grand Est, tout comme à la collectivité européenne d'Alsace, conscient de la nécessité d'entretenir un dialogue apaisé entre les cultes, les affaires religieuses ne sont pas un tabou. Et nous avons, dans chacune des collectivités, des conseillers et des services chargés du dialogue interreligieux. Pour autant, l'Alsace n'échappe pas à la poussée antisémite. C'est pourquoi la CEA a soutenu la mise en place d'un dispositif appelé les veilleurs de mémoire pour lutter contre les profanations de tombes. Les autres cultes présents sur notre territoire participent à ce dispositif et le font connaître. Déjà 80 bénévoles de toutes confessions se sont engagés dans le réseau qui s'est constitué en 2019 avec une douzaine de veilleurs au départ. L'objectif est de leur permettre d'accueillir des collégiens pour témoigner de leur engagement citoyen. Car la lutte contre ces relents antisémites passe nécessairement par la prévention, par l'éducation et par la culture. Et à ce titre, l'apprentissage de l'histoire est essentiel et les professeurs ne doivent plus craindre d'aborder certaines périodes de l'histoire en classe, à commencer par la Shoah, dont certains n'osent plus prononcer le mot. La recrudescence des actes antisémites est l'affaire de tous, et en tant que politique, notre responsabilité est grande. Notre défi commun est de lutter contre l'indifférence et la banalisation de ces actes, de nous doter d'outils efficaces qui renforceront et protégeront notre nation, ses valeurs morales et politiques. À ce titre, je salue le travail engagé par Bruno Retailleau et Hervé Marseille pour mieux définir ce qu'est l'antisémitisme et je les en remercie. C'est un premier pas qui, je l'espère, sera suivi d'autres prochainement. Merci, chers collègues. La parole est désormais à Olivier Paccaud pour le groupe Les Républicains, pour 4 minutes. Monsieur le Président, Madame le Ministre, mes chers collègues. En 2004, le rapport de Jean-Pierre Aubin sur les signes et manifestations d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires nous apprenait que le racisme anti-juif avait très nettement supplanté à l'école le racisme anti-maghrébin. Il mettait en évidence une stupéfiante réalité. Les enfants juifs français, et ils sont les seuls dans ce cas, ne peuvent pas être scolarisés dans n'importe quel établissement. Dès lors, si l'antisémitisme prospère dans nos écoles, comment ne pas soupçonner qu'il s'épanouisse encore bien au-delà de ces murs, qu'il n'a jamais cessé de diffuser son venin dans notre pays? À cet égard, les centaines de faits à caractère antisémite recensés chaque année doivent nous rappeler que nos compatriotes de confession juive demeurent ô combien éprouvés. Et pour cause,
lorsqu'une vitrine est souillée de l'inscription Juden, lorsque le visage de Simone Veil est scarifié d'une croix gammée, lorsqu'Alain Finkielkraut est lynché verbalement, c'est le fantôme le plus ignoble et le plus diabolique de l'histoire qui ressurgit. Lorsque l'on poignarde Mireille Knoll, lorsque Mohamed Merah assassine de jeunes enfants à l'école Ozar Hatorah, lorsqu'on profane des tombes juives parce que juives, c'est la plus insoutenable des résurgences du passé de l'Europe qui nous remplit d'effroi. Ce n'est pas de la nuit de cristal dont je vous fais le récit. C'est Paris en 2019, Sarre-Union en 2015, Toulouse en 2012. C'est notre France, notre siècle. C'est un fléau qui habite notre civilisation et qui ne s'est malheureusement pas retiré à la libération des camps. Les années noires sont certes derrière nous, mais la bête immonde est là, tapie dans l'ombre, mâchoire acérée, suintant de haine, prête à bondir et le ventre encore fécond. Et elle a pris d'autres visages, celui de la folie islamiste, où la détestation des Juifs s'inscrit au cœur d'une dialectique anti-occidentale. Celui aussi d'un antisionisme absolu, qui n'est pas la seule critique de la politique Israël, légitime, et qui permet de s'adonner à l'antisémitisme le plus décomplexé, sans encourir l'opprobre de ressusciter tout un passé d'oppression et de génocide. L'oubli, plus latent, ne nous menace hélas pas moins, car seul le souvenir est au service de la sagesse, le souvenir comme remède universel à l'égarement de l'homme sur les chemins de la barbarie. L'école, évidemment, est au devant de cette bataille culturelle. Elle est un haut lieu de transmission des valeurs de la République, celles sans qui les tragédies d'hier reviendront fatalement sur nos rivages, au gré des vagues de la haine ordinaire. Elle doit, avec ses professeurs, porter inlassablement le souvenir des crimes antisémites. Le devoir de mémoire, de pédagogie, de sagesse doit nous guider, nous éclairer et renvoyer ces démons-là où ils doivent rester, dans les marécages de l'indignité absolue. Souvenons-nous, mes chers collègues, et cela a été rappelé, de l'affaire Dreyfus. Elle résonne encore. L'écho de ces iniquités et de ces calomnies ne s'est jamais tari. Souvenons-nous du j'accuse, réquisitoire vibrant de Zola contre le sacrifice d'un homme sous le prétexte menteur de la raison d'État. Souvenons-vous de ce qu'il qualifiait de crime. Le crime d'exploiter le patriotisme pour des œuvres de haine. Le crime d'empoisonner les petits et les humbles. D'exaspérer les passions de réaction et d'intolérance. Ces mots d'hier, et pourtant ils pourraient être d'aujourd'hui, ne doivent avoir d'autre fin que de nous éveiller à la poursuite de la lutte contre l'antisémitisme, qui, comme tous les racismes, n'a pas sa place dans une république dont la devise est liberté, égalité, fraternité. Chers collègues, les souvenirs sont nos forces. Quand la nuit essaye de revenir, il faut allumer les grandes dates comme on allume des flambeaux, a écrit Victor Hugo. Ne rendons surtout jamais illisibles les pages les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Veillons à ce que personne ne puisse jamais les réécrire et votons cette résolution. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Madame Marlène Schiappa, ministre chargée de la citoyenneté. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, l'écrivain israélien Amos Oz raconte que son père, lorsqu'il était enfant dans l'Europe de l'entre-deux-guerres, avait découvert un matin sur le mur qui se trouvait en face de sa maison l'inscription suivante « Juifs, fuyez au Proche-Orient ». Et c'est ce qu'il fit, ajoute l'écrivain, et quitta alors l'Europe, contaminée, dit-il, par l'antisémitisme et s'installa à Jérusalem. Bien des décennies plus tard, vers la fin du XXe siècle, il revint visiter sa ville natale. Et sur le même mur était maintenant écrit un autre slogan, « Juifs hors du Proche-Orient », que l'on appelle à expulser les Juifs de nos nations européennes, ou que l'on appelle d'expulser les Juifs du Proche-Orient, que l'on dénonce rageusement tout et son contraire, un supposé cosmopolitisme ou au contraire trop d'enracinement à une terre, c'est la même haine ontologique, la même haine antisémite. Nous devons donc combattre de toutes nos forces toutes les formes de cet antisémitisme et c'est pour cela que nous sommes aujourd'hui réunis ici dans la Haute Assemblée. Alors comme vous, j'aimerais ne pas avoir à parler d'antisémitisme, mais la réalité est là et elle est récurrente. La réalité, c'est que la haine antisémite connaît une poussée préoccupante dans notre pays depuis 2 décennies,
que les actes antisémites vécus au quotidien par nos concitoyens, menaces, injures, dégradations, inscriptions, agressions physiques ont augmenté. Qu'Internet, où l'anonymat autorise toutes les outrances, fournit un exutoire et une caisse de résonance à l'antisémitisme, que des citoyens français ont été tués sur notre territoire, tués parce que juifs. Ilan Halimi, les enfants de l'école Ozar Hatorah de Toulouse et leurs professeurs, les otages de l'hypercachère de la Porte de Vincennes, Sarah Halimi, Mireille Knoll, avant moi, ils ont été mentionnés ici à cette tribune et je veux évidemment leur rendre hommage. La réalité, c'est que plus d'un tiers de nos concitoyens de confession juive se sentent menacés en raison de leur appartenance religieuse, contre 8% pour l'ensemble des Français. La réalité, c'est que près de la moitié d'entre eux disent éviter certaines rues, éviter certains quartiers pour leur propre sécurité. Et beaucoup de familles ont pris la décision de déménager ou d'inscrire leurs enfants dans des écoles privées pour la sécurité de leurs enfants. Cet été 2021, ce sont 405 faits antisémites qui ont été enregistrés en quelques mois. Cela représente près de 40% de l'ensemble des actes racistes de notre pays, alors que les Français de confession juive ne formeraient que 1% de la population. C'est la profanation de la stèle en hommage de Simone Veil à Perros-Guirec. Ce sont les débordements nombreux et inadmissibles de certaines manifestations. Ce sont les listes de personnes supposément ou réellement juives exhibées sur ces pancartes, avec ce mot glaçant « qui ?» point d'interrogation. Avec la pandémie, un antisémitisme latent s'est aussi révélé au grand jour. Oui, la crise sanitaire a réveillé de grandes peurs, mais elle a aussi ranimé le désir de trouver des boucs émissaires. Elle a fait ressurgir le fantasme sinistre d'un supposé complot juif international qui dirigerait le monde. Et nous ne pouvons pas accepter le retour de cet antisémitisme décomplexé dans l'espace public, cette manière de désigner des personnes juives à la vindicte, de leur imputer des crimes imaginaires. C'est ce type de représentation qui prépare, qui parfois tente de justifier le passage à l'acte. L'antisémitisme n'a pas sa place dans notre pays et ensemble, nous le combattons avec la plus extrême fermeté. Nous le devons à nos concitoyens de confession juive dans l'histoire, depuis l'Antiquité et profondément enracinés dans notre territoire, qui ont contribué à façonner le visage et les valeurs de notre pays. Ils ont le droit, comme chaque citoyen, de vivre en paix chez eux. Nous le devons aussi à la nation tout entière. Comme le rappelait avec force en 2019 le président de la République, l'antisémitisme, c'est toujours le signe avant-coureur d'autres formes de haine, quand il n'est pas le signe avant-coureur d'une violence de masse. Il nous concerne tous, il concerne la République tout entière. Nous le savons, et vous l'avez dit, il n'est pas possible de mener un combat contre un adversaire que l'on ne connaît pas. Or, l'antisémitisme a beaucoup évolué. Il ressemble en partie seulement à celui que nos manuels d'histoire ont appris à identifier. Il continue bien sûr d'avoir les traits de ce vieil antisémitisme de l'extrême droite européenne qui accuserait les Juifs d'être des traîtres à la nation, je mets bien sûr des guillemets. Mais il est également présent à l'autre extrémité de l'arc politique, où trop souvent on associe facilement les Juifs aux dominants et où l'on veut à Israël simplement d'exister. Il prend aussi le visage de l'islamisme radical et de tous ses complices, nous le savons bien. Toutes ces formes d'antisémitisme sont détestables et nous devons leur livrer bataille sans répit. Parce que l'antisémitisme est ainsi multiforme et complexe, nous avons besoin, pour mieux le combattre, de mieux le définir. C'est la raison pour laquelle la France a décidé, comme le président de la République l'avait annoncé dès 2019, de mettre en œuvre la définition de l'antisémitisme adoptée par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. Cette définition de travail, elle permet d'identifier la variété des motifs qui composent, hélas, l'antisémitisme dit contemporain. Fantasme d'un complot juif international, statut de bouc émissaire, supposé pouvoir de l'argent, négation de la Shoah, reproches conspirationnistes et négationnistes faits aux Juifs d'avoir inventé ou exagéré ce qu'a été l'Holocauste, mais aussi remise en question du simple droit de l'État d'Israël à exister. Et cette définition, je le dis, elle est un instrument utile
pour toutes celles et tous ceux qui entendent lutter contre l'antisémitisme, contre les antisémitismes. Forces de sécurité, enquêteurs, juges, procureurs, formateurs, ONG, organisations mémorielles, l'Assemblée nationale en 2019 a voté une résolution soutenant cette adoption. C'était une résolution présentée par le groupe de La République En Marche. Et je suis heureuse aujourd'hui que le Sénat s'inscrive dans cette même démarche à l'initiative du groupe majoritaire dans la Haute Assemblée. Et je tiens ici à saluer l'engagement de Monsieur le sénateur Retailleau et de Monsieur le sénateur Marseille, grâce à qui nous sommes aujourd'hui réunis sur ce sujet. Et j'invite chacun au nom du gouvernement, bien sûr, à voter, à s'engager dans cette résolution. Il nous faut être tout à fait clair sur 2 points. Le premier, c'est bien qu'il s'agit d'une résolution. Elle n'a pas de valeur juridique contraignante, elle ne modifie pas notre droit. Les dispositions qui nous permettent de sanctionner restent les mêmes. Injure publique, diffamation, provocation à la haine ou à la violence. Mais cette résolution, même sans force contraignante, elle peut servir de base à l'application de la loi comme servir de base aux politiques publiques. Elle sera, je crois, d'une grande utilité dans les tâches de prévention, dans les tâches de pédagogie, mais aussi dans les tâches de répression. Elle permettra de mieux identifier, de mieux caractériser l'antisémitisme. Le deuxième point sur lequel je tiens à insister concerne la critique d'Israël. La résolution précise, et c'est très important, que la définition de l'antisémitisme que nous recommandons n'est pas contradictoire avec la liberté de critiquer les politiques menées par le gouvernement israélien. Nous pouvons bien sûr continuer à débattre des orientations de cet État comme on le fait avec n'importe quel autre pays, et d'autant plus qu'il s'agit d'un État ami de la France. Et comment pourrait-il en être autrement? C'est une chose normale en démocratie de dire « je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites ». C'en est une autre qui nous fait basculer dans la haine et la violence d'affirmer « vous n'avez pas le droit d'exister ». Le gouvernement, depuis 2017, est totalement mobilisé dans le combat contre l'antisémitisme. Nous avons durci le ton, nous avons dissous de nombreux groupuscules, qu'ils soient néo-nazis ou qu'ils soient islamistes. Nous avons augmenté substantiellement les moyens accordés à la sécurisation des synagogues et d'autres lieux dits sensibles. Une division de lutte contre les crimes de haine a été créée, qui accompagne les enquêteurs pour traquer les infractions racistes et antisémites. J'ai personnellement signalé à la justice, via les articles 40, à de nombreuses reprises, des faits ou des propos antisémites, comme encore récemment ceux qui visaient la jeune candidate de Miss France, April Benayoum. Parce que le combat se mène de plus en plus dans l'espace cyber. La plateforme de signalement Pharos fonctionne maintenant 7 jours sur 7 et le dialogue avec les acteurs du numérique a été relancé. Un réseau d'enquêteurs et de magistrats formés à la lutte contre la cyberhaine a été mis en place. Grâce à la loi Avia, un parquet spécialisé dans le numérique, un observatoire de la haine en ligne ont été créés. Un effort massif de formation a été réalisé, notamment, je tiens à le souligner, en direction des policiers et des gendarmes, mais aussi des enseignants, des magistrats. Notre soutien aux institutions mémorielles a été renforcé et amplifié. Au total, toutes les mesures de l'ambitieux plan interministériel que nous nous sommes donnés en 2018 et que coordonne la DILCRA sous l'autorité du Premier ministre ont été mises en œuvre ou sont en cours de déploiement. Je vous l'ai dit, notre arsenal de mesures pour continuer à lutter sans relâche contre l'antisémitisme sera renforcé dans le cadre du prochain plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme qui sera adopté d'ici la fin de l'année, je l'espère. Mesdames et messieurs les sénateurs, le gouvernement soutient pleinement et sans réserve cette résolution. Elle nous apporte un moyen très concret pour lutter avec plus de force contre l'antisémitisme. Vous nous adressez aussi un message, celui d'une France résolue à agir, celui d'une France qui ne s'habitue pas à la haine et aux passions mauvaises, celui d'une France, nous en sommes la preuve aujourd'hui, unie autour de ses valeurs républicaines. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Nous allons désormais, chers collègues, procéder au vote sur la proposition de résolution. La conférence des présidents a décidé que les interventions des orateurs valaient explication de vote. Je mets donc aux voix la proposition de résolution. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La proposition de résolution est adoptée.